Bonjour, aujourd'hui on est sur le campus de l'ENS et on va rencontrer Benjamin Lemoine pour son dernier livre, Chasseurs d'État. Donc on va parler souveraineté et fonds vautours. Et c'est le droit de New York qui s'est imposé comme la juridiction de fait. Ça peut paraître comme un déni de souveraineté très fort. Pour emprunter, non seulement on ne fait pas confiance à votre monnaie nationale, mais en plus on ne fait pas confiance à votre droit national. Pourquoi? Parce que les investisseurs étrangers estiment qu'à tout moment vous pouvez rompre le contrat initial, tout simplement en changeant la loi de votre pays. On va considérer que les États doivent être des justiciables comme les autres et sont donc passibles d'un procès au civil dans les tribunaux des États-Unis, où une partie privée peut faire à armes égales face à un État dans ces tribunaux de justice. L'administration des États-Unis va en propension donner raison à ces investisseurs et progressivement refondre ce droit de l'immunité souveraine, le réduire peu à peu, et on va passer à ce qui est qualifié comme la doctrine de l'immunité souveraine restreinte. Bonjour Benjamin Lemoine. Bonjour. Donc vous êtes chercheur au CNRS en sociologie politique et vous êtes auteur de plusieurs ouvrages sur la dette publique et la souveraineté des États au regard des droits et de la finance globalisée. Et vous avez publié tout récemment ce livre, donc Chasseurs d'État, sous-titré Les fonds vautours et la loi de New York à la poursuite de la souveraineté, aux éditions La Découverte. Donc ce livre, c'est une enquête que vous effectuez sur les fonds vautours, un sujet dont on parle très peu dans le débat public et qui pourtant concerne en fait tous les citoyens. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'un fonds vautour? Fonds vautour, c'est le terme un peu péjoratif, dénonciateur, qui est accolé à une catégorie d'investisseurs financiers qui ont pour spécialité de racheter des créances vacantes. C'est-à-dire que lorsque des entités, ça peut être des entreprises, mais aussi des États, ne remboursent plus leurs dettes, il y a un marché de l'occasion pour revendre ces créances et les racheter. Pourquoi? Parce que ces créances, elles sont cotées. Il y a une valeur qui leur est attribuée, une valeur d'échange. Et au moment où ces États, où ces entreprises s'apprêtent à faire défaut ou sont dans un état de défaut avéré, certains acteurs sont intéressés par racheter ces créances. Alors évidemment, pourquoi? Parce qu'elles sont à bas prix, parce qu'on cherchait à s'en débarrasser, son détenteur initial cherchait à s'en débarrasser, parce que le titre ne vaut plus rien, parce qu'il y a peu d'espoir de se faire rembourser, et donc on le rachète à une valeur très diminuée. Mais ces fonds, ils ont comme espoir, en utilisant des moyens juridiques, de tout de même se faire rembourser par ces entités au terme d'une procédure judiciaire de longue haleine avec des moyens d'investigation très forts, des moyens de pression très forts, avec l'idée qu'on se fera rembourser à la valeur initiale du titre et donc on opérera une plus-value, un bénéfice entre la valeur de rachat et la valeur de remboursement espérée au terme de cette bataille judiciaire. Ok. Donc ces fonds vautours utilisent le droit pour gagner des plus-values sur le portefeuille des citoyens et vous décrivez un affaiblissement de la souveraineté étatique au profit, et de l'état de droit au profit de la souveraineté des contrats. Comment cette mise en ordre juridique a-t-elle été rendue possible? Pour cela, il faut s'attarder sur deux éléments. D'une part, sur le droit qui est devenu le droit de référence pour une série d'entités emprunteuses. Alors, je localise le livre à New York. Pourquoi? Parce que ça s'est imposé comme la juridiction globale de référence pour l'ensemble des États emprunteurs qui ne sont pas en capacité d'émettre des titres dans leur propre droit. Alors effectivement, ça choque, puisque ça peut paraître comme un déni de souveraineté très fort, puisque ça signifie quoi? Ça signifie que pour emprunter, non seulement on ne fait pas confiance à votre monnaie nationale, mais en plus on ne fait pas confiance à votre droit national. Pourquoi? Parce que les investisseurs étrangers estiment qu'à tout moment vous pouvez rompre le contrat initial, tout simplement en changeant la loi de votre pays. Et donc, si on veut vous prêter, on va exiger que vous fassiez référence à un autre droit, à un droit étranger, et c'est le droit de New York qui s'est imposé comme la juridiction de fait. Alors pourquoi? Parce que cette juridiction, elle est localisée dans une zone géographique, et Wall Street, c'est le district sud de New York, et ça s'est imposé au terme des années 70 et 80 comme la juridiction de référence pour les prêteurs, tout simplement aussi parce que la plupart des prêteurs mondiaux venaient des États-Unis. C'était des banques et des institutions des États-Unis. Et donc, je fais l'histoire dans ce livre de la transformation de la doctrine des États-Unis vis-à-vis des souverains étrangers. Tout simplement, initialement, on avait le respect d'une souveraineté absolue. Il y avait cette doctrine de l'immunité souveraine absolue qui s'appliquait. Et à partir du moment où vous n'appliquez plus cette doctrine de l'immunité absolue, c'est parce que vous étiez en état de guerre avec un autre souverain. En dehors de cet état de guerre, on respectait cette souveraineté absolue. Le changement, il se fait sur très long terme et il y a un phénomène d'accélération
dans les années 60-70, en contexte de guerre froide, de rivalité entre puissances, dans un contexte de décolonisation, où tout un tas de nouveaux pays accèdent à la souveraineté politique et vont chercher à compléter cette souveraineté politique récemment acquise par une souveraineté économique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils reprennent possession de secteurs stratégiques, du secteur minier, du pétrole, et donc ils vont exproprier tout un tas d'investisseurs états-uniens qui ensuite vont venir se plaindre auprès de leur juridiction nationale en disant « mais j'ai été lésé par cet État, je vous demande de faire en sorte que mes droits soient respectés et qu'un procès soit conduit ». Et dès lors, l'administration des États-Unis va en propension donner raison à ces investisseurs et progressivement refondre ce droit de l'immunité souveraine, le réduire peu à peu, et on va passer à ce qui est qualifié comme la doctrine de l'immunité souveraine restreinte, c'est-à-dire que dans certaines zones d'activité économique, on va considérer que les États doivent être des justiciables comme les autres et sont donc passibles d'un procès au civil dans les tribunaux des États-Unis. Et donc, où une partie privée peut faire à armes égales face à un État dans ses tribunaux de justice. Donc ça, c'est le changement fondamental, la restriction progressive de l'immunité souveraine, qui va être un cadre disponible pour les investisseurs privés au moment où, dans les années 80, toute une série d'États émergents, d'États en voie de développement, vont faire faillite, vont faire défaut sur une grande partie de leur engagement financier et dès lors vont être passibles de procès dans ces tribunaux des États-Unis. Quels sont les autres moyens d'action utilisés par ces gros vautours pour faire pression sur les États? Ils se jouent des tribunaux, ils optimisent les tribunaux et en parallèle, ils vont mener toute une série de tactiques pour ce qu'on appelle exécuter leurs décisions de justice. D'abord, ils obtiennent, donc les États sont justiciables, ils obtiennent un procès, c'est une première étape. Ensuite, ils gagnent éventuellement ce procès. La troisième étape, c'est de transformer cette décision de justice en liquidité. Et ça ne va absolument pas de soi. Pourquoi? Parce que les États vont refuser de reconnaître cette décision de justice des États-Unis et considérer qu'ils peuvent outrepasser cette décision de justice. Par ailleurs, il est très difficile de venir saisir un actif dans une autre juridiction, dans la juridiction domestique de ces États-là. Donc, la stratégie va être de mettre la pression sur tous les actifs de ce pays qui circulent à l'étranger. Et typiquement, les actifs de cet État qui sont localisés aux États-Unis. Et donc, on va utiliser tout un tas de moyens de pression. On va faire une campagne d'exécution. Cette campagne d'exécution, elle vise à toucher, par exemple, des actifs très symboliques de cet État endetté qui refuse de rembourser sa dette et qui refuse de se plier à cette sanction de justice. Typiquement en Argentine, qui a été un des pays qui a connu une grande saga judiciaire dans les années 2000 jusqu'à 2016, on va s'attaquer à des actifs symboliques très forts, par exemple une frégate militaire. Alors cette frégate, pour donner une image, ce serait l'équivalent en France du porte-avions Charles de Gaulle, ou certains banquiers que je citent une tour Eiffel flottante, mais donc c'est un actif symbolique très fort, qui est d'ailleurs un actif stratégique, c'est-à-dire que ça faisait la fierté nationale, c'était un fleuron de l'État argentin, et donc on va, lorsque ce navire circule dans les eaux territoriales du Ghana, on va l'immobiliser, les marins vont être forcés de sortir de ce navire, ça fait la une des journaux, bref, ça donne l'image d'un État mauvais payeur qui, dès lors, est pourchassé par ses fonds, qui est humilié, et donc ça a une capacité de nuisance très forte dans les médias. Et donc, au-delà de la décision de justice, il y a ces attaques symboliques qui sont très importantes. Alors pourquoi elles sont importantes? C'est aussi là une des énigmes de ce livre, c'est de dire parce que les États veulent réintégrer le marché global financier. Ils se soucient de leur réputation. S'ils en avaient strictement rien à faire de cette réputation, finalement, cette capacité de nuisance des fonds serait réduite à néant. C'est précisément parce que ces États veulent revenir sur les marchés financiers, parce qu'ils en ont besoin pour emprunter, pour financer leur déficit public, pour financer leur balance commerciale, que cette capacité à faire du shaming, à faire honte à cet État, est opérationnelle. Dans votre livre, vous partez à la rencontre, vous faites des entretiens avec des personnes qui sont dans le système, que ce soit des avocats ou des experts. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce milieu qui ne se résume pas que forcément à des fonds d'investissement? L'enquête, elle a commencé en fait effectivement du côté des cabinets d'avocats. Généralement, ce sont des professionnels du droit qui ont fait leurs études dans la Ivy League, des universités privées très prestigieuses aux États-Unis, à Harvard par exemple, Yale, et qui vont faire carrière dans des cabinets d'avocats qui vont être au service à la fois
des fonds d'investissement que je décris, des banques, mais aussi des États. Et effectivement, toute cette industrie du droit a retenu beaucoup mon attention, puisque ce sont des acteurs qui vont être aux frontières du droit et de la finance et qui vont chercher à redéfinir, vous l'avez mentionné tout à l'heure, l'état de droit, à redéfinir cette notion d'état de droit au prisme de l'intérêt financier. Et donc, en considérant que l'état de droit, c'est avant tout le respect des contrats privés et la mise en conformité des États dans leurs attitudes quotidiennes de ce respect des codes. Je décris par exemple comment dans les années 90, un célèbre avocat new-yorkais avait rédigé un peu le manuel d'éducation juridique et financière des États et se comportait à la manière, enfin, évoquait toute une grammaire et toute une série de codes, un peu à la façon de Nadine de Rothschild ou de politesse, des manières de bien conduire des négociations, les choses à éviter. Et évidemment, il y avait l'idée que l'affirmation souveraine, discrétionnaire était quelque chose à éviter et qu'il fallait au contraire progressivement adopter les codes de ce milieu juridico-financier new-yorkais et épouser ces normes de négociation. Donc il y a bien l'idée que des acteurs juridico-financiers redéfinissent un peu les bonnes manières d'exprimer et d'opérationnaliser la souveraineté dans le cadre des marchés globaux. Et effectivement, il y a cette industrie juridique, elle est très forte, avec aussi une particularité aux États-Unis qui m'a fasciné, c'est-à-dire que la frontière publique-privée ne va pas de soi. Il y a une notion de circulation des élites entre les sphères du droit privé, du barreau d'affaires et l'administration fédérale. Oui, voilà, alors ce qui serait du pantouflage en France est totalement naturalisé, et ça je le décris dans les années 70 avec la capacité du barreau d'affaires à être tout à fait présente régulièrement au sein du département d'État, du département juridique, de la zone juridique du département d'État, qui est l'équivalent du ministère des Affaires étrangères, et précisément avec l'idée qu'il va falloir sortir les affaires d'immunité souveraine du giron de l'exécutif, du giron du pouvoir politique. Pourquoi ? Parce que ce pouvoir politique, il est synonyme d'instabilité et d'insécurité pour les investisseurs, et au contraire, on va le transférer dans les tribunaux de justice qu'on considère comme donnant plus de pouvoir et étant plus stable pour les investisseurs financiers. Donc cette porosité entre public et privé et ce rôle du barreau d'affaires dans la gestion des litiges souverains m'a absolument passionné, et je trouve qu'elle est singulière. Et troisième point, c'est que ce modèle des États-Unis a tendance à s'exporter et à s'imposer comme la bonne façon de faire à l'échelle globale. Et ça, c'est un peu la troisième énigme. Je montre néanmoins qu'il y a des tentatives d'effraction, de contournement pour briser cette norme-là, mais en tout cas, cette modalité de faire tend à s'imposer de façon hégémonique. Les fonds vautours s'en prennent à des États en faillite, donc qui sont souvent des États pauvres des pays du Sud. Et le sociologue suisse Jean Ziegler disait que le service de la dette maintient les peuples de l'hémisphère sud en esclavage. Comment est-ce qu'on fait pour protéger ces États des fonds vautours ? Alors, ce que je décris dans le livre, c'est qu'il y a eu des tentatives de proposer une autre forme de droit, en fait. J'oppose ces forces que j'ai décrites comme celles du global à celles qu'on pourrait qualifier d'internationales. Et donc, il y a une confusion absolument importante à ne pas faire entre le droit global et le droit international. Le droit global, ça n'est que l'extension de ces modalités d'agir et de penser domestiques, qui sont celles des États-Unis, et qui s'extrapolent, s'étendent au monde entier parce que d'autres États, pour obtenir la confiance des investisseurs, n'ont d'autre choix que de s'y conformer à un droit qu'on pourrait qualifier de véritablement international, c'est-à-dire qui est le produit de dialogues internationaux entre États, interétatiques, et qui, lui, est pour le coup en germe ou est quasi inexistant. Mais il y a eu des tentatives, et notamment au début des années 2000, c'est au moment où les vautours prenaient leur envol, ces fonds procéduriers venaient de faire leur premier coup vis-à-vis du Pérou, qu'au Fonds monétaire international, donc qui est tout à fait symptomatique de ces modalités de gouvernement de l'international, notamment sa directrice Anne Kruger avait réfléchi à une façon de régler ce trou béant dans l'architecture juridique internationale. Qu'est-ce qu'elle entendait par trou béant ? Eh bien, elle expliquait que le fait que lorsqu'un État émergent, effectivement, la plupart du temps du Sud global, fait défaut sur sa dette, eh bien, il n'y a pas de mandataire judiciaire, il n'y a aucune force pour organiser ce défaut, et on est face à
des stratégies individuelles qui peuvent être très nuisibles, des créanciers qui refusent de participer aux accords de restructuration et qui vont chercher à optimiser le droit. Et donc, elle a cherché à mettre en place, avec le mandat des États-Unis à l'époque, à mettre en place une architecture qui permette de compenser ce trou béant et à réfléchir à un mécanisme institutionnel capable de réguler les faillites souveraines. Ce que je décris aussi, c'est que ce projet a été saboté en partie par l'industrie juridique et financière, mais aussi sabordé de l'intérieur par le pouvoir des États-Unis qui avait, notamment la direction du Trésor, qui considérait qu'il n'était pas question de politiser les affaires commerciales internationales et d'envisager une cour supranationale qui pourrait s'imposer, y compris face au droit national des États-Unis, face à cette juridiction new-yorkaise. Et donc, pourquoi ? Parce qu'elle avait intériorisé le souci des investisseurs, le même que celui que je décris dans les années 70 et qui va faire qu'on doit dépolitiser au contraire ces questions d'immunité souveraine. Donc les solutions, les modalités alternatives, elles visent à très fortement politiser ces questions, à les renvoyer dans des zones institutionnelles de traitement, typiquement les Nations Unies, mais ce qu'on constate, c'est que ces arènes, elles sont minorisées, méprisées et plutôt délégitimées dans ces affaires de transactions commerciales globales. Et par réticence vis-à-vis de l'hégémonie américaine, beaucoup de ces États du Sud choisissent d'emprunter vis-à-vis de la Chine. Est-ce que pour vous, c'est une solution viable pour eux ? Pas tout à fait. C'est-à-dire que ce qu'on constate, effectivement, ça a été parfois en partie encouragé dans les milieux du développement, notamment à l'issue du litige argentin. Effectivement, la Chine était très largement prêteuse, elle est devenue la première force créancière du monde en développement, mais de nombreuses études constatent que la Chine pouvait être encore plus sévère dans ses accords de prêt en collatéralisant ses prêts. Alors qu'est-ce que ça veut dire collatéraliser ? Simplement que les créanciers inscrivent une sécurité dans leur contrat, mettent en gage certains actifs, forcent l'État à mettre en gage certains actifs et qu'en cas de défaut, eh bien, cet actif est saisi. Et donc cette exécution de la créance, en quelque sorte, que les créanciers privés cherchent, elle est inscrite en amont dans le contrat et on va mettre en gage un port, une industrie, une ressource minière. Est-ce que c'est ce qui s'est passé en Grèce ? Alors, ce qui s'est passé en Grèce, c'est qu'il y a eu un réinvestissement très important de la Chine au moment où les choses allaient mal et on a pu racheter à bas prix, par exemple, le port du Pirée, etc. Mais en tout cas, c'est ce qui se passe dans les contrats chinois avec une très forte opacité. Et ça a été étudié par certains juristes, mais il y a une difficulté d'accès à ces documents contractuels. Donc, enfin, pour répondre à votre question, ça ne se présente pas comme une alternative évidente, ou en tout cas avec l'idée de faciliter la vie des États en cas de difficulté. La Chine se comporte aussi comme une créancière, un État créancier qui cherche à récupérer ses billes et, en cas de défaut de ces États. Alors, la question intéressante, par contre, c'est que dans les cas récents de traitement des faillites souveraines, notamment dans le cas de la Zambie, on a eu le retour d'une forme de coordination entre créanciers officiels, puisque la Chine, elle a un double visage, en quelque sorte. Elle a des banques d'investissement, mais dont l'État est actionnaire. Et donc, elle joue sur ces deux tableaux, à la fois en se présentant comme créancier commercial, mais ce qui est fortement contesté par d'autres, on sait que ce n'est pas purement un créancier commercial, puisque l'État est très présent dans ces différentes entités prêteuses. Et ce qui a ressurgi, c'est notamment le Club de Paris, c'est-à-dire un club qui réunit des créanciers officiels, des créanciers étatiques, des créanciers publics, à Paris. Le secrétariat de ce club est au ministère des Finances, assuré par la direction du Trésor, et avec l'espoir qui a émergé en quelque sorte, c'est que même si les contrats de la Chine étaient collatéralisés, eh bien, à partir du moment où un accord entre États était obtenu dans ce club de Paris, eh bien, le collatéral finalement ne valait plus rien, puisque ce qui primait, c'était cet accord politique entre puissances souveraines sur un réaménagement de la dette des pays en question. Et donc, vous voyez, ces protections juridiques qu'on pouvait avoir dans le contrat, finalement, étaient subordonnées à cet accord politique entre puissances. Donc, à nouveau, des formes de solutions politiques interétatiques pouvaient prévaloir sur le droit commercial et les accords commerciaux qui peuvent être noués entre États et parties privées dans ce que j'ai pu développer là dans le cas des États-Unis notamment, et ici, y compris dans les contrats collatéralisés de la Chine. Okay. On parlait tout à l'heure de la Grèce. Qui a été, l'État de la Grèce, la Grèce a fait faillite et les fonds mondiaux ont racheté une partie de ces titres de dette.
C'était la première fois en fait qu'un pays de la zone euro était la proie de fonds vautours. Et à l'échelle européenne, comment est-ce qu'on lutte en tant que pays membre de la zone euro contre ces fonds vautours? Alors, il y a eu plusieurs éléments, c'est-à-dire qu'effectivement, l'immense majorité des contrats d'emprunt grecs étaient quand même en droit grec et donc n'étaient pas potentiellement passibles de poursuites comme l'a pu l'être l'Argentine. Il y avait une partie des contrats effectivement qui étaient émis en droit étranger. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que des avocats privés, des avocats d'affaires spécialisés dans le Conseil des États ont été mobilisés et ont réfléchi à une solution qui est une solution contractuelle qui s'appliquait rétrospectivement. Et cette idée, c'est laquelle? C'est que à partir du moment où une certaine portion de créanciers s'était mis d'accord pour renégocier cette dette, s'était mis d'accord sur un compromis avec des concessions réciproques, eh bien, si une majorité de créanciers avait souscrit à cet accord, la minorité créancière serait contrainte. C'est ce qu'on appelle des clauses d'action collective, c'est-à-dire que c'est des clauses dans le contrat qui obligent à la coordination, qui obligent l'intégralité des prêteurs à accepter cet accord, quand bien même ils auraient des velléités de poursuite de stratégies individuelles, agressives juridiquement. Et donc, on a appelé ça des clauses d'action collective rétrospectives qui s'appliquaient sur les contrats déjà souscrits. Et donc, c'est intéressant de voir que les solutions institutionnelles au sein de la zone euro se sont inspirées de solutions marchandes, de solutions contractuelles. Donc ça, c'est le premier élément de réponse, c'est que, en puisant dans le droit contractuel privé, on a émis une solution à l'échelle européenne et aujourd'hui, les contrats d'emprunt à l'échelle européenne tendent à adopter ces clauses d'action collective en cas de souci avec ses créanciers. Le deuxième élément de réponse, c'est que la zone euro, par ailleurs, elle fournit une forme de filet de sécurité contre les fonds, tout simplement en évitant les défauts souverains. Et ça, c'est le rôle de la Banque centrale européenne qui s'est imposé pas sous la façon d'un seul va de soi, au contraire, ça a été assez douloureux pour toute une partie de la technocratie européenne, et typiquement celle de la crise grecque de 2011, qui était sur des standards d'indépendance de la Banque centrale, sur des standards de punition de marché, où la Commission européenne ne ferait que cavaliser ces sanctions de marché. Mais à partir de 2012, du whatever it takes, du quoi qu'il en coûte de Mario Draghi, de la crise financière privée, mais de manière très frappante pendant la pandémie de Covid-19, la Banque centrale européenne a assuré un rôle de prêteuse en dernier ressort en rachetant massivement des dettes souveraines qui circulaient sur le marché de l'occasion, mais au nom de la stabilité financière privée. Et donc ça, c'est un élément important, c'est-à-dire que la Banque centrale européenne joue son rôle de prêteuse en dernier ressort, garante de la liquidité du système financier, mais certainement pas en assumant explicitement une fonction de filet de sauvetage des États. Et c'est là-dessus qu'il y a un moyen, qu'il y a une brèche dans laquelle il faudrait enfoncer un clou en faveur des États et institutionnaliser, de rendre pérenne cette fonction de sauvetage, y compris des États en dernier ressort de la Banque centrale européenne. Donc ça, c'est un des moyens, c'est tout simplement d'éviter le défaut. En évitant le défaut, vous évitez les attaques des fonds. Et puis, il y a une troisième solution d'agenda à plus long terme qui est de définanciariser très fortement les modalités de souscription, de financement des États. Mais ça, c'est un agenda à beaucoup plus long terme. La France, à première vue, ne sont pas menacés par les fonds vautours parce que c'est un pays assez sûr, qui n'a pas fait défaut à ses créanciers. Pour autant, elle est assez soumise aux agences de notation qui vont déterminer en fait si l'emprunt est risqué ou pas. Et dans un entretien en Nouvel Observateur qui a été publié au mois dernier, vous évoquez les paroles d'un banquier pour qui le fait que le gouvernement aille jusqu'à éborgner sa population pendant la crise des Gilets jaunes est un gage de fermeté. Donc certes, les fonds vautours ne menacent pas directement la France, mais notre action publique, elle reste quand même très surveillée par les marchés et par les créanciers. C'est un point très juste, c'est-à-dire que dans le livre, effectivement, vous avez raison, les modalités d'agressivité juridique que je décris, a priori, des puissances comme la France y échappent. Et elles y échappent pourquoi? Parce que notre dette est émise dans le droit français, c'est-à-dire par décret administratif. Les obligations du Trésor, elles sont émises conformément à un décret et qui donne finalement très peu de pouvoir de poursuite à des investisseurs privés. Néanmoins, j'insiste sur ce point, les processus
que je décris, c'est-à-dire le recours à cette contractualisation privée très forte, la référence à des juridictions étrangères, ça n'est qu'un des degrés plus élevés de la financiarisation des États. Ça ne veut pas dire que l'État français n'est pas financiarisé, ça veut simplement dire qu'on se situe à un degré moindre de financiarisation dans lequel on pourrait s'engouffrer effectivement si la confiance des prêteurs devenait beaucoup moins évidente qu'elle l'est aujourd'hui. Et donc effectivement, a priori, aucun État n'est à l'abri entièrement de cette financiarisation du droit et de ce recours aux tribunaux privés. Effectivement, le jour où la dette française ne roulera plus, peut-être qu'on ne nous prêtera plus si facilement, conformément au droit français. Donc il y a bien aussi une forme de transformation de la définition de la souveraineté, y compris dans le cadre français. Et ça, effectivement, je l'ai décrit dans d'autres ouvrages. C'est quelque chose qui se réintroduit à partir des années 70-80 au nom de la lutte contre l'inflation. On a démantelé ce qu'on appelait le circuit du trésor, c'est-à-dire des capacités pour les États de se financer en utilisant la réglementation bancaire et financière. C'est-à-dire qu'on contraignait le système financier à nous prêter. Et ce n'est pas quelque chose de spécifique à la France. Les États-Unis procédaient à la même chose à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Donc on avait bien l'idée que la finance était administrée et que c'était une bonne chose au nom de services d'intérêt général, au nom à l'époque de la reconstruction de l'industrie, au nom du financement de la sécurité sociale. Il fallait faire en sorte que le financement de l'État échappe aux forces de marché. Donc tout cela a été transformé dans les années 70-80 au nom d'une autre définition de la puissance, où au contraire, eh bien, la modernité, c'était d'embarquer le souverain français dans ces transactions de dette à l'échelle globale. Le global était en train de se construire dans ces années-là et la France, au nom de sa puissance, souhaitait y participer et défendre la compétitivité de la dette française. Et tout cela a emporté tout un tas de conséquences et effectivement jusqu'à faire que les États aujourd'hui, notamment la France, à échéance régulière, elle emprunte et donc elle rejoue sa confiance auprès des investisseurs. Et donc, ce que vous avez décrit dans l'exemple, eh bien, c'était là-dessus, il y a très peu de traces publiques, sauf à aller dans des archives des années 80, sur ces moments commerciaux où la France fait face à ses prêteurs et donc promet des choses à ses investisseurs pour obtenir leur confiance et elle leur promet notamment une forme de stabilité politique, une stabilité de choix de politique économique, la lutte contre l'inflation, le fait d'avoir une politique de l'offre, le fait d'avoir une fiscalité... les dépenses publiques. Absolument, le fait d'avoir une fiscalité avantageuse et y compris, on souscrit à des engagements sur la réforme des retraites par exemple. C'est quelque chose qu'on va vendre aux investisseurs privés. Effectivement, c'est pas inscrit dans un contrat si vous voulez, mais c'est inscrit dans l'échange et dans la promesse de vente de titres français. Et effectivement, ça, c'est symptomatique d'une forme de financiarisation, mais comme je vous le disais, qui ne va pas jusqu'à faire référence à un droit étranger au moment d'emprunter, mais néanmoins, on est bien dans un processus, à un stade donné et qui pourrait être amené à évoluer selon les forces en présence. Et j'insiste, c'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est au nom d'une certaine définition de la souveraineté, c'est-à-dire qu'on ne subit pas, y compris les États émergents comme l'Argentine, ne subissent pas ce droit. C'est au nom d'une certaine définition de la compétitivité financière, d'emprunts moins chers, qu'on va s'engager dans ces transactions. C'est un choix souverain des États de s'embarquer dans la financiarisation. Pour en revenir au sujet de la dette française, qu'est-ce qui menace la dette française à court et moyen terme ? Ce qui menace, c'est intéressant, c'est de saisir des moments de crise, de crise au sein, ou en tout cas d'incertitude et de flottement au sein des milieux financiers. Et typiquement, au moment où, à l'issue de la dissolution et des élections législatives, toute une série de banques faisaient des projections sur l'issue de ce sort électoral. Chaque élection est un moment de frémissement et d'incertitude pour le capital financier, puisque on ne sait pas quelles seront les politiques publiques qui en sortiront, quel sera le cadre institutionnel qui en sortira. Dans les années 80, les choses étaient relativement stables. Dans un de mes précédents ouvrages, La démocratie disciplinée par la dette, je montrais par exemple comment une banque pouvait dire aux investisseurs que peu importe le résultat de l'élection présidentielle de 1988, le marché obligataire ne souffrira pas puisque ce sont des socialistes qui ont engagé des réformes de libéralisation financière et de déréglementation, l'équilibre des finances publiques, la mise en marché de la dette française et donc il n'y a pas de souci à se faire. Si c'est la droite ou la gauche qui l'emporte, il y aura une stabilité. À l'issue de la dissolution, le degré d'incertitude politique était plus fort et notamment ce qui était évalué comme un risque, ce n'était pas
la majorité relative ou absolue du Rassemblement national, puisqu'on avait intégré qu'il serait austéritaire et qu'il ferait le jeu de la finance, mais c'était plutôt une possible percée du nouveau Front populaire qui inquiétait très fortement, puisqu'elle souhaitait remettre, cette force politique souhaitait remettre en cause le cadre austéritaire européen et puis engager plutôt, rompre avec ce programme d'offre, de politique de l'offre, et plutôt un programme de soutien à la demande avec une augmentation des salaires, une augmentation de la taxation, etc., du capital notamment. Donc tout ça était source d'inquiétude. Donc on voit que ce qui pourrait poser problème, c'est précisément cette épreuve politique où une force décide de remettre en cause cet arrangement financier, d'en sortir, et on voit bien que là, on serait face à une forme de confrontation, et cette confrontation amènerait à un stress sur le financement de la dette publique. Donc voilà les sources d'inquiétude pour les milieux financiers, c'est bien, elle est politique, c'est-à-dire qu'elle est dans un changement de logiciel politique. Ce qui est très intéressant pour reboucler avec chasseurs d'État et la façon dont les litiges juridiques sont soldés, ils sont soldés non pas à l'issue de la mise sous pression des actifs, ça participe, mais ils sont soldés à partir du moment où le pouvoir politique décide de se débarrasser de ce litige juridique et en gros de transiger, d'entrer en négociation avec ces fonds et en gros de leur donner ce qu'ils veulent. Pourquoi ? Avec le souci de réintégrer les milieux financiers et de les réintégrer en bon élève et non plus en paria de la finance internationale. Donc à chaque fois, le politique a un rôle très fort à jouer comme source d'inquiétude des milieux financiers et à la fois comme source de solution pour eux, mais aussi, on pourrait le dire, comme solution démocratique pour définanciariser les États. C'est ici que ça se joue et c'est en somme une source d'espoir. Est-ce que pour vous, du coup, les fonds vautours ont encore de belles chasses devant eux? Oui, alors c'est-à-dire, je voudrais donner un exemple pour illustrer cela, c'est notamment la récente tentative à New York, donc dans le centre même que je décris, qui a été le centre de pouvoir financier global, certains élus de l'Assemblée législative de l'État de New York avaient voulu se saisir de ce droit pour le changer, pour le modifier, parce qu'on était conscient de sa force globale et on avait décidé de donner plus de pouvoir de protection aux États souverains et un peu moins de protection aux créanciers privés. Ça fait 2-3 ans que c'est mis à l'agenda, donc ça a été un peu remis en question là avec les élections. Il y a toujours une majorité à New York, mais bon, on peut se poser des questions. C'était des démocrates. Absolument, c'était des démocrates qui avaient en souvenir le succès des vautours dans le cas de Porto Rico, et y compris après les ouragans, qui s'était traduit par le paiement, l'obligation de paiement à ces fonds vautours d'une très forte indemnité compensatoire. Et donc, il y avait l'idée de ces démocrates de changer le droit de New York pour changer le monde en quelque sorte, c'est vraiment dit dans ces termes, et réguler les faillites souveraines et utiliser ce droit-là. Alors, pourquoi malheureusement il y a une forme de pessimisme et que les fonds ont encore de belles heures devant eux, c'est que la première réaction ça a été de dire puisque vous changez New York, nous changerons de juridiction et donc nous déplacerons la juridiction légitime et de référence dans le Delaware ou en Floride. Donc ça c'était la première stratégie. La deuxième c'était tout simplement de faire pression sur le gouvernement fédéral. Donc toute l'industrie financière a fait pression pour progressivement amenuiser cette réforme du droit, ce qui a été en partie fait, c'est-à-dire qu'on en est arrivé à une version un peu réduite de ce changement-là. Et puis la troisième, c'est que, par exemple, récemment, le Sri Lanka a consenti, au moment de réaménager ses contrats, c'est-à-dire qu'il y avait une restructuration de la dette du Sri Lanka, il ne pouvait plus payer l'intégralité, et donc il entre dans un processus de négociation. Le Sri Lanka a consenti à intégrer dans ses contrats une clause de changement de juridiction pour le créancier. C'est-à-dire qu'à tout moment, le créancier peut décider que la juridiction légitime, c'est plus New York, si New York est devenu défavorable, mais ce sont d'autres juridictions éventuellement plus favorables aux droits des créanciers. Donc tout ça fait dire qu'il y a encore de bonnes heures de chasse disponibles à l'horizon. Et puis le deuxième point, c'est que toute cette architecture que j'ai décrite pour la dette souveraine, elle est valable pour d'autres formes de transactions et elle est notamment valable pour les affaires d'arbitrage commercial entre États et investisseurs. Et là, on voit que la possibilité de saisir ce pouvoir global accordé aux créanciers, il peut s'appliquer à toutes ces transactions. Et donc, c'est tout un segment de marché qui s'ouvre pour ces chasseurs d'État. Merci beaucoup Benjamin Lemoine pour cet entretien. Donc on l'appelle Chasseurs d'État aux éditions La Découverte qui est sorti très récemment. Est-ce que vous avez un petit mot pour la fin ?
Oui, je crois que le fil rouge de cet entretien, c'est la capacité du politique à modifier les choses et à réouvrir des possibles qui ont été enfouis. Et donc, dans ce livre, il y a quand même des formes d'espoir, alors d'espoir, des bifurcations qui ont été avortées, mais néanmoins, un des messages positifs, c'est que ce soit pour accorder du pouvoir aux financiers ou au contraire, pour se défaire de ce pouvoir de chasse et pour fermer la chasse, à chaque fois, c'est la variable politique et institutionnelle qui est clé. Et donc, je pense que c'est une des lignes d'espoir de cet ouvrage et puis de mes travaux antérieurs.